Je pense qu'on a une succession d'événements qui peut se définir en trois principaux axes. D'abord, un événement macroéconomique qui a la chute des prix du pétrole à partir de 2015, qui a affecté tout le calcul politique en Angola, un des pays les plus dépendants du pétrole du monde. Ensuite, il y a une transition commune à d'autres pays africains qui est celle du vieux leader qui avait consolidé beaucoup de pouvoir et qui a atteint un âge où il fallait qu'il passe, et il fallait qu'il entame sa succession politique. Et enfin, je pense qu'il y avait aussi une troisième dynamique qui était un changement sociétal en Angola, un pays qui avait trouvé la paix en 2002 et qui s'est transformé pour le mal et le bien au cours des 10 dernières années profondément, et toute une nouvelle génération d'Angolais qui avait des expectatives de la modernité qui n'étaient plus compatibles avec l'ancien régime. Donc je pense que c'est la collusion de ces trois événements, mais surtout cette chute de pétrole qui a vraiment accéléré ce mouvement de transition. Je pense qu'il y avait un consensus, et ce qui est assez rare en fait, sur le fait que ça allait être une transition dans la continuité, qu'entre Dos Santos et Lourenço, peu de choses allaient se passer. Et donc, il y a vraiment un caractère d'imprévisibilité sur ce qui se passe maintenant en Angola, qui est vachement étonnant et que je suis sûr qu'il va passionner les historiens pendant des années. Cela dit, les choses ne se passent jamais par hasard. Et donc, il est à peu près sûr que Lorenzo avait une idée d'un pays, il avait une stratégie de prise du pouvoir qui était assez bien ficelée, parce que sinon il n'aurait pas aussi bien réussi à, à mener tous ces changements. Ces changements, pour vous répondre à la question subsidiaire, qui paraissent profonds dans la mesure où quand on s'attelle au changement de personne, on n'est pas seulement dans un changement de profil, mais aussi de programme politique, c'est-à-dire qu'on a un changement de genre d'économistes qui ont une vision différente du pays, qui sont en train de prendre les commandes, par exemple. Une plus grande volonté de la part du gouvernement de négocier avec les forces d'opposition, une plus grande liberté dans la société civile. Et donc, changement durable, oui, à quel point, on ne sait pas trop encore. Je pense qu'il y a un facteur absolument décisif qui est la continuité du prix du pétrole, c'est-à-dire que si on a une hausse du prix du pétrole dans les mois qui suivent, tous ces changements ils peuvent être compromis, parce qu'un pays où la rente pétrolière très dépendant du pétrole est un pays qui peut se refermer très vite s'il commence à s'enrichir très rapidement. À mon avis, les perspectives économiques sont attelées à ce prix du pétrole, mais aussi à la capacité de Lorenzo justement de transformer ces changements dans la durée et de les consolider. Il y a une vraie envie de la part de Lorenzo de se rapprocher de ce que les partenaires internationaux estiment qui sont les bonnes approches macroéconomiques pour l'Angola. Mais aussi, on sait très bien que suivre les directives de la Banque mondiale et du FMI ne porte pas forcément à la croissance en Afrique. Donc, il y a aussi un besoin de Lorenzo de penser l'Angola tout seul, et avec surtout de montrer une grande capacité d'écouter les demandes de la société civile, de façon à les inclure. Et il est clair qu'après le pétrole, la plus grande ressource angolaise est sa population, qui a été mise de côté par l'ancien gouvernement, et qui jouera un rôle fondamental dans une croissance soutenable en Angola dans les prochaines années.